Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau webinaire consacré à la facture électronique. Bonjour Christelle, bonjour Catel, j'espère que Bonjour. tout le monde m'entend bien. N'hésitez pas à nous faire un petit signe pour nous dire que tout va bien. Alors, je suis quand même, merci pour les petits pouces levés. Alors, je suis particulièrement bien entouré cet après-midi. Catel, directrice des partenariats de Quadient, maintenant que vous connaissez toutes et tous, puisque elle est là très régulièrement avec nous. Et j'ai surtout le plaisir d'accueillir Christelle Verlaguet-Dubois, qui est directrice Sales Enablement, formation et développement commercial chez Quadient. Et je vais le dire, en discussion, collaboration étroite avec la DGFiP, donc très informé sur tous les sujets liés à la facture électronique. Alors, c'est un webinaire un peu particulier aujourd'hui, puisque une fois n'est pas coutume, je vais me taire, ce qui n'arrive pas si souvent sur les webinaires, n'est-ce pas, Catel? Pour laisser vraiment la place à Christelle sur deux thématiques essentielles qui étaient remontées comme pas forcément évidentes lors du dernier webinaire que l'on avait fait, à savoir tout ce qui concernait les mandats et la déclaration de sa PA, et la gestion des adresses électroniques de facturation, qui est un point un peu clé. Évidemment, on a vu ce webinaire comme un webinaire très interactif. Donc, profitez de la présence de Catel, de Christelle, pour poser vraiment vos questions sur la réforme de la facture électronique, vraiment sur la compréhension ou l'incompréhension que vous pouvez en avoir. C'est vraiment fait pour ça. On essaiera d'aborder rapidement quelques cas d'usage, et puis si c'est un sujet qui retient votre attention, on verra comment on pourra organiser une session un peu particulière sur ce sujet-là. Voilà. Ce que je vous propose, après cette très longue intervention, eh bien, je vais me taire. Je vais laisser la parole à Christelle. N'hésitez pas à poser des questions. L'idée, c'est que vous puissiez avoir un maximum de réponses sur le sujet de la facture électronique et les points un peu critiques et techniques dans lesquels on rentre à l'occasion de cette dernière ligne droite. Christelle, la scène est à toi. Merci Bruno. Donc, si on fait un focus sur comment déclarer sa plateforme agréée. En introduction, du coup, je voulais vous rassurer. En fait, notre PA qui s'appelle Serencia by Quadient a été dans les premières à lever ses réserves dès le 25 novembre 2025. Et pour avoir cette levée de réserve, en fait, on a dû se connecter à l'annuaire et tester qu'on pouvait enregistrer et modifier des adresses. Ensuite, on a dû se connecter au concentrateur de données pour pousser des informations à l'administration fiscale qu'elle souhaitait récupérer. Et enfin, il fallait qu'on fasse des tests d'interopérabilité avec d'autres plateformes agréées pour l'échange de factures. Donc tout ça a été fait. On était dans les toutes premières à avoir cette levée de réserve avec le document qui était cité ici. Je vous ai mis en extrait. Alors la DGFiP ne veut pas qu'on communique largement sur notre numéro d'immatriculation. C'est pour ça que je l'ai grisé. Mais bon, en soi, en tant que client, bien évidemment, vous serez obligé de le renseigner. Et donc, du coup, au-delà d'être plateforme agréée, en fait, on accompagne au quotidien nos clients et les clients de nos partenaires pour les aider à comprendre la réforme et à se mettre en conformité et s'assurer qu'ils aient bien toutes les mentions obligatoires sur les factures, qu'ils aient bien la possibilité de renseigner correctement les mandats et de gérer les cas d'usage. Donc, si on vient sur les mandats, concrètement, la DGFiP nous impose de faire signer à toutes les sociétés qui souhaitent s'enregistrer sur l'annuaire et désigner leur plateforme agréée de signer un mandat. Et donc, du coup, il y a deux formes de mandat. C'est soit vous êtes une société unique et donc, du coup, c'est un mandat pour, on va dire, une société. Et si, par exemple, vous êtes un groupe et que vous avez des multi-entités, du coup, vous utilisez ce deuxième formulaire où vous allez pouvoir renseigner vos différents sirènes
avec les adresses de facturation électronique. Sur ces mandats, en fait, au-delà de les signer, il faut qu'on fournisse aussi à la DGFiP le cabis de la société et une pièce d'identité du responsable légal qui doit signer ce mandat. Pourquoi? Parce qu'au départ, la DGFiP avait ouvert l'annuaire et en fait, il y a des PA qui ont tiré un peu tout azimut, qui vous vous connectez sur leur site internet et par un opt-in ou en fait d'office pour accéder au logiciel, vous étiez obligé de dire oui, je prends l'APA de cet éditeur de logiciel sans avoir demandé l'accord formel. Et en fait, la DGFiP s'est retrouvée avec des sociétés qui étaient enregistrées dans l'annuaire alors que la société n'avait fait aucune démarche réelle pour pouvoir, elle n'avait pas choisi sa plateforme agréée et donc du coup, ça n'allait pas. Donc, pour sécuriser tout ça, la DGFiP nous a demandé de faire signer un mandat pour toutes les sociétés et s'assurer que le responsable légal, et que c'est bien le responsable légal qui était habilité à signer ce mandat, est fiable. Et donc, même au-delà de ça, c'est qu'à chaque fois qu'on aura un mandat, en fait, on est obligé, en tant que PA, de faire appel à un partenaire externe qui va vérifier les cabis et les pièces d'identité du responsable légal pour nous donner un certificat. Et si à un moment donné, il y a un problème sur l'annuaire où il y a deux PA qui se revendiquent réceptionner les factures d'une seule et même société, c'est bien les mandats qui feront foi en disant moi, telle date, ce responsable légal a signé ce mandat en tant que PA réceptrice avec cette adresse de facturation. Donc, du coup, j'ai les documents, entre guillemets, légaux et conformes qui me permettent de justifier que je n'ai pas fait n'importe quoi. Sachant que si on n'a pas ces documents-là, comme en fait c'est de la responsabilité de l'APA, on ne serait pas bien vu par la DGFiP et vous savez que ce n'est pas parce qu'on a eu la levée de réserve de l'APA, on doit faire un audit de conformité dans l'année à venir et que donc du coup il faut qu'on respecte certaines normes et qu'on ne joue pas au cow-boy parce qu'en fait on prend le risque du coup de perdre notre immatriculation si on fait n'importe quoi par rapport à ça. Donc, j'avais une question pour toi, Christelle, tout de suite. Oui. Qu'en est-il de ceux qui auraient déjà fait une démarche qui n'est pas celle-là de déclaration de PA? Est-ce qu'il faut qu'ils recommencent à zéro ou comment ça s'organise? En fait, il va falloir. En fait, le risque, c'est que s'il y a déjà eu une démarche et que l'entreprise s'est déjà enregistrée sur un annuaire sans avoir signé ce mandat, et que pour X raisons, dans le temps, il y a un litige ou il y a une PA qui arrive par la suite, en fait, il n'y aura aucun moyen de justifier que l'entreprise a volontairement demandé à telle PA de l'enregistrer sur l'annuaire. Donc, en fait, c'est comme si, je prends une autre image, j'ai essayé de faire du business sans avoir signé de contrat qui m'engageait avec mon fournisseur ou avec mon client. Donc, c'est ultra risqué. On peut peut-être préciser, pardon, oui. pour apporter un peu de précision là-dessus, Christelle, on pourra partager aux équipes Mistral le lien de l'annuaire pour vérifier en tapant leur numéro de sirène si une PA a été déclarée. Oui. Donc, si jamais vous avez déjà déclaré une PA, vous pouvez vérifier dans l'annuaire si oui ou non ça a été activé réellement. Si ça a été activé réellement et que vous voulez changer d'avis, vous le pouvez, mais sur les conseils de Christelle, en suivant tout un processus qui doit être fiabilisé. Alors, juste peut-être une précision, parce qu'on va remonter cette information, et merci Gaëlle pour ça. Hier, l'annuaire de la facturation électronique, il était inaccessible. Il y avait manifestement un incident. Donc, je ne sais pas si, je n'ai pas vérifié s'il était opérationnel ce matin, mais hier on ne pouvait pas y accéder. Une question, est-ce que si le responsable légal sur le cabis est une société, quel document doit-on fournir? Si le responsable légal est une société, normalement, on a un cabis de la société et en général, une société est représentée par une personne physique. Donc, à la fin, on finit toujours par retrouver une personne physique. Oui. En fait, qui représente la société, du coup. C'est cette personne qui doit représenter la société.
qui doit fournir cette pièce d'identité. On s'attend en fait à avoir une pièce d'identité, comme je dis, du responsable légal de la société, en fait, ou du signataire du document qui est habilité et reconnu dans les statuts de l'entreprise. Je te laisse continuer, on prendra, il y a un autre flux de questions qui arrivent. Et donc, on a pas mal de clients qui disent, bon, ok, je remplis ce mandat, mais parfois, ça prête un peu à confusion. Donc, du coup, j'ai voulu décrypter un peu ce qu'il fallait faire. Donc, ok, la plateforme agréée est responsable d'enregistrer l'entreprise dans l'annuaire. Par contre, elle n'a aucune responsabilité et ne prendra pas la responsabilité d'inventer des informations ou notamment d'inventer l'adresse de facturation de la société cliente qui, elle, reste à la charge du client. Concrètement, ce qu'on va demander sur le mandat, la première partie, c'est d'identifier l'entreprise. Donc ça, c'est plutôt simple. C'est quoi la dénomination sociale, son numéro sirène et son adresse postale. Et ensuite, elle va déclarer sa plateforme agréée. Donc là, c'est simple, on a mis d'office notre PA Serencia by Quadient avec notre numéro de sirène et numéro d'immatriculation. Donc là, il faut préciser dans la colonne 3, c'est à partir de quelle date ce mandat est effectif. Et donc, cette date est importante parce qu'en fait, ce n'est pas la date où je signe mon mandat, c'est la date où mes services informatiques seront prêts à recevoir des factures. Et à partir du moment où je mets une date, cette date à partir de laquelle je souhaite l'exécution de ce mandat, ça veut dire que potentiellement des fournisseurs qui seraient déjà prêts se connecteraient à l'annuaire, verraient que vous avez une adresse active et que donc du coup, elle vous enverrait ces factures. Notamment, là, il y a le pilote qui va s'ouvrir à compter de fin février. En fait, on va avoir des grosses structures qui vont commencer à pousser des factures électroniques. Et donc, du coup, si vous avez déclaré une date trop tôt et que vous n'avez pas encore l'outil qui est bien paramétré pour pouvoir recevoir ces factures, ça va poser problème. Donc, en soi, il n'y a aucun souci à dire que potentiellement, je décide de mettre une date, je ne sais pas, non pas au 1er mars, enfin, c'est 27 février que ça commence, j'arrondis au 1er mars, mais peut-être au 1er juin, au 1er mai, au 1er juillet. Bref, c'est comme vous voulez. Ensuite, donc là, c'est signature du... Il y a une question? Non, vas-y. Donc là, c'est signature du représentant légal et de l'entité. Donc, comme je dis, ce n'est pas un assistant ou une personne lambda, c'est bien le représentant légal de la société qui doit s'engager en son nom, sa fonction, date et signature. C'est comme une signature de contrat. Et puis après, en fait, il va falloir renseigner. Il faudra systématiquement renseigner le de votre société. Ensuite, il faudra choisir une adresse de facturation qui peut être en basique uniquement avec un sirène. Parfois, ça va être un sirène. Donc, en fait, ils sont décrits ici, un sirène plus un sirette. Parfois, ça va être un sirène plus un suffixe. Concrètement, c'est je prends mon sirène et j'écris ce que je veux, entre guillemets, en champ libre. Et parfois, je vais avoir le sirène, le sirette et le code de routage qui sera plutôt utilisé quand je suis du secteur public. Et donc, j'ai besoin de créer mon adresse de facturation avec mon sirène et de choisir ce que je veux mettre à la place et si je veux rester sur le sirène ou pas. Et en fonction de ce que j'aurai choisi, je ferai la forme. Et donc, la forme est décrite là, c'est que si j'ai utilisé uniquement mon sirène dans mon adresse de facturation, je mettrai la forme sirène. Si, comme dans l'exemple ici, j'ai utilisé des suffixes, je mettrai ma forme suffixe. Si j'ai fait un sirène plus un sirette, je mettrai sirette. Et si j'ai fait un code de routage, donc c'est sirène, sirette plus code de routage, je mettrai le CR ici. Ce qui est intéressant, donc voilà. Ce qui est intéressant, c'est que potentiellement, vous savez qu'une même société, un même sirène peut potentiellement choisir différentes plateformes agréées. Et donc, dans ce cas-là, c'est l'exemple de ces deux lignes ici, où en fait, ils ont voulu distinguer
différentes PA ou pas, en tout cas créer plusieurs adresses de facturation électronique pour pouvoir les redispatcher au bon endroit au sein de la société. Et donc là, en fait, je vais devoir, à chaque fois sur mon numéro de mandat, faire le 1 qui est l'initial. Et si j'ai une deuxième adresse de facturation électronique sur un même sirène, je positionnerai le numéro 2. Et donc, du coup, sur mon numéro de mandat, je reprendrai le sirène de mon entreprise, le numéro de mandat, donc en fait, c'est le sirène de ma plateforme agréée qui est située ici, la date à laquelle je vais signer mon contrat, et puis du coup, systématiquement, j'aurai le 1 d'office, et si je décide d'avoir plusieurs adresses sur un même sirène, je ferai 1, 2, 3, 4, voire plus si besoin. Alors moi, j'ai une question. Oui. Pardon, Christelle, une question. Tu as évoqué qu'on pouvait, effectivement, qu'une même société pouvait avoir plusieurs PA, très bien. Mais dans ce formulaire-là, en l'occurrence, si je souhaite renseigner pour mes sociétés ou pour ma société 2 PA, la PA principale, qu'est-ce que je vais mettre comme dénomination sociale? En fait, La première, la deuxième, ou comment ça va marcher? donc, en fait, il faudra du coup signer plusieurs mandats parce qu'en fait, ce mandat est à destination de l'APA qui l'enregistre. Donc là, typiquement, sur cette feuille-là, ça pourrait être que on va dire, les différentes entités ou établissements parfois qui auraient choisi d'utiliser la plateforme agréée Serencia by Quadient. Et si en fait, je veux utiliser une autre PA, je dois utiliser un autre mandat avec les coordonnées de l'autre PA. Et donc, du coup, je mettrai les suffixes. Les suffixes, j'entends les 1, 2, 3. C'est clair? Je pense. Bon. Et pareil sur l'ancienne, et donc là, c'est pour à l'avenir, parce qu'aujourd'hui, on est plus en mode j'enregistre pour la première fois ma PA. Mais si pour X raison, dans le temps, je souhaite changer de PA, à chaque fois que je voudrais changer de PA, je devrais re-signer le mandat et je devrais expliquer mon ancienne PA, donc c'était la dénomination sociale de mon ancienne PA avec son numéro sirène pour pouvoir orienter la bascule. Et donc, du coup, il y aura une date qui dira à partir de cette date-là effective, je décide de ne plus utiliser mon ancienne PA, mais c'est bien la nouvelle qui va prendre le relais. Et donc, dans l'organisation qui est prévue, quand on essaye de changer de PA, en fait, c'est un peu comme les opérateurs téléphoniques ou les banques, où en fait, il faut qu'on arrive à gérer la continuité. Typiquement, c'est, admettons, je suis le 6 février aujourd'hui, je décide de changer de PA. Donc, je considère que toutes mes nouvelles factures fournisseurs qui arriveront à compter d'aujourd'hui sur ma PA sont traitées par ma PA. Par contre, l'ancienne PA, qui du coup avait reçu des factures fournisseurs, mais dont les statuts, vous savez, les statuts encaissés, je mets en litige, j'approuve et ainsi de suite, n'étaient pas encore gérés, l'ancienne PA doit garantir la remontée des statuts pour toutes les factures fournisseurs qui ont été envoyées avant la date de transition vers la nouvelle facture, vers la nouvelle PA. C'est clair? Si jamais on voulait changer l'adresse de facturation électronique, alors je vais prendre l'exemple de la ligne 4, c'est marqué CSP Group. Si au lieu de mettre CSP Group, demain, pour une raison ou une autre, ça s'appelle groupe CSP. Donc, oui. Que faut-il faire? Est-ce qu'il faut refaire un mandat? Est-ce qu'il faut comment on procède? Il faut refaire un mandat. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est alors il y a deux aspects. C'est que le premier, en fait, c'est ces adresses de facturation. En fait, c'est les adresses que la PA initiale va enregistrer dans l'annuaire et donc du coup, avec ce mandat, elle est habilitée à créer de nouvelles factures et donc de nouvelles adresses de facture. Et donc, si je souhaite créer une nouvelle adresse de facturation électronique, je peux le faire, mais il faut systématiquement que je signe un nouveau mandat. Par contre, l'important, ça va être de bien communiquer auprès de vos fournisseurs, parce qu'en fait, si votre fournisseur a l'ancien nom
de l'adresse de facturation électronique, il continuera à envoyer selon l'ancien modèle. Ok. Est-ce qu'il y a des règles particulières sur les suffixes? Par exemple, là aussi, je reprends mon exemple CSP Group. Est-ce que je pourrais dire c'est Catel ou Christelle? Oui. Le suffixe, c'est un champ totalement libre où on peut faire ce qu'on veut. Typiquement, je le vois dans beaucoup d'entreprises. En fait, ils ont dissocié la gestion des factures fournisseurs de la gestion des frais collaborateurs. Et donc, du coup, ils peuvent utiliser la même PA, mais globalement, ils vont créer deux adresses de facturation. Une où, en fait, ils vont utiliser pour toutes leurs factures fournisseurs normales et une autre qui sera utilisée pour leurs collaborateurs qui, vous savez, dans le cas d'usage 5 ou 6, on va devoir demander des factures aux fournisseurs, même si moi, en tant que collaborateur, j'ai payé de ma poche le bien, mais je vais le passer en note de frais. Et donc, du coup, pour que ça arrive directement sur ces frais collaborateurs. Donc, en fait, c'est totalement, ce champ suffixe est totalement libre. Okay. Alors, pas mal de questions, hein, j'en prends quelques-unes. Date effective, il faut prendre en compte le temps d'enregistrement de ce mandat pour les dérogations. Et si oui, combien de temps? C'est-à-dire qu'une fois qu'on envoie ce mandat, enfin, qui est enregistré, j'imagine qu'il faut qu'il soit traité informatiquement. Et donc, de ce fait-là, si je mets la date du 6 février, à partir de combien? Ça va pas être immédiat. Ouais. Ça va pas être immédiat. Alors, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que là, je vous ai présenté un mandat qui est au format PDF et qui, du coup, nécessite forcément du retraitement manuel. Pour être totalement transparent, c'est fait un peu déborder par nos clients sur le nombre de mandats qu'on a reçus pour pouvoir les enregistrer. Et donc, actuellement, en fait, on est en train de développer un formulaire en ligne totalement automatisé qui vous permettra de saisir les informations, de télécharger le cabis et la pièce d'identité et de pouvoir signer en ligne et qu'à chaque fois qu'on aura ces formulaires dématérialisés, derrière, il y aura un traitement automatique pour pouvoir alimenter l'annuaire. Donc, pour l'instant, ce n'est pas totalement prêt, ce formulaire totalement automatisé. Et donc là, je pourrais vous donner des délais de traitement beaucoup plus rapides quand on aura ce formulaire dématérialisé. On espère qu'il sera disponible à la fin du mois. Mais pour l'instant, sur le format PDF, ça prend un peu plus de temps. Je n'ai pas une date précise sur le traitement de ces mandats, sachant que comme aujourd'hui, personne n'est opérationnel et est en production puisque le pilote s'ouvre à compter de fin février, on n'avait pas une pression pour pouvoir mettre très très vite et très rapidement ces mandats en ligne. Autre question, qui garantit que l'adresse de facturation électronique est unique? Ou comment on s'assure qu'effectivement... Oui, alors d'une part, l'adresse de facturation électronique, elle va être créée par l'entreprise en tant que telle. À la base, en fait, c'est quand même le responsable légal qui s'engage sur cette adresse électronique et systématiquement, l'adresse électronique doit commencer par le numéro sirène. Donc, a priori, le numéro sirène, il est unique. Donc, en fait, potentiellement, je pourrais en réalité avoir des suffixes qui sont utilisés par un bon nombre d'entreprises, mais le fait que l'adresse de facturation électronique commence par un sirène qui est un chiffre unique, a priori au sein d'une entreprise, normalement, le responsable légal doit manager en fait ces différentes adresses de facturation électronique. Et encore une fois, c'est ce que dit la DGFiP, c'est qu'il faut éviter quand même d'avoir 36 000 adresses de facture électronique pour un même sirène, parce que si en fait on ne communique pas correctement auprès de son fournisseur et si le fournisseur a uniquement le numéro sirène du client, quand en fait il va pousser sa facture, il n'a que le numéro sirène et que potentiellement j'ai 4 possibilités d'envoyer la facture, il va être perdu, il ne va pas pouvoir envoyer la facture parce qu'il va dire ok, sur ce sirène, potentiellement j'ai 4 possibilités, mais je n'ai aucune information sur vers quel PA je dois envoyer et quelle adresse de facturation électronique exacte je dois envoyer. Ce qui sous-entend que ces adresses de facturation électronique, une fois qu'elles seront décidées par l'entreprise, il faudra le communiquer auprès des fournisseurs
Au même titre qu'il fut un temps, on demandait à chaque fois c'est quoi votre adresse postale de facturation. Après, on a demandé c'est quoi votre adresse de facturation, qui parfois pouvait être un email quand on envoyait des PDF signés. Bah, demain, c'est l'adresse de facturation électronique. On demandera à chacun des clients de fournir cette adresse de facturation électronique que lui aura choisi pour recevoir les factures de ce fournisseur précisément. D'accord. À supposer que dans ce mandat, ce mandat, je le fasse pour 2 sociétés, ça veut dire quoi? Qu'il faut que je fournisse deux cabis différents? Ou est-ce qu'il faut un mandat, même si c'est la même PA, un mandat par société? Il faut, non, il faut un mandat enfin, il faut pas forcément un mandat par société, mais il faut un cabis et pièce d'identité par société. J'entends en fait que on a aussi ce cas où par exemple on a signé avec des experts comptables ou des syndics de copropriété qui du coup ont un mandat, une délégation pour gérer la facturation électronique de leurs clients. Et donc, du coup, pour le coup, ils sont habilités à enregistrer différentes sociétés, entre guillemets, clientes qu'ils peuvent avoir. Par contre, donc, on peut prendre leur mandat, ils sont habilités à enregistrer sur notre PA si tout est connecté. Par contre, il va falloir qu'on récupère le cabis et la pièce d'identité de chaque ligne ici, de chaque sirène. Ok, alors bon, il y a quelques questions qui concernent spécifiquement Mistral, je vais essayer d'y répondre. Bon, est-ce que pour les clients, pour ces différentes démarches, sont à voir avec notre commercial ou via le ticket informatique? Alors, sûrement pas via le ticket. Ça, on le gérera dans le cadre du déploiement de Prodémat et dans le cadre de l'activation j'allais dire, du module facture électronique. Euh, Par contre, évidemment, vous avez bien compris que ces démarches-là, il faut votre cabis, pardon, qu'on valide l'identité. Donc, ce sont des démarches que vous devez faire et que Mistral ne peut pas prendre en charge pour les raisons qu'on vient d'évoquer. Voilà. Hop. Sur ce point, Bruno, on viendra en fait, on espère avant la fin du mois avec un process très clair à vous présenter, puisqu'effectivement, c'est quand même Quadient qui est en charge de vous déclarer sur l'APA Serencia by Quadient. Donc, on va travailler un process pour que ce soit le plus clair possible pour vous et que vous puissiez dormir sur vos deux oreilles quant au process que l'on va mettre en place avec Mistral. Oui. Mais de toute façon, il y aura quand même bien une action de la part du client de fourniture du cabis et de validation de son identité. Et de la pièce d'identité de la Voilà. personne légale en charge de pouvoir signer ce mandat, absolument. Alors, une question. Si je comprends bien, nous allons identifier sur le mandat l'adresse de facturation électronique que nous devrons fournir à tous nos fournisseurs. C'est Devons-nous ça. créer une boîte mail avec cette adresse ou est-elle gérée par l'APA qui réceptionnera les factures? Cette adresse de facturation électronique, vous avez vu le format, c'est pas une adresse email. En fait, il n'y a pas un arobase.com ou .fr. En fait, c'est vraiment l'adresse de facturation qui est enregistrée dans l'annuaire. Et donc, en fait, vous savez, dans le système, en fait, il y a l'État qui va manager un annuaire qui référence les 10 millions d'entreprises assujetties à la TVA en France. Et donc, la clé d'entrée, c'est le numéro sirène pour avoir un numéro unique. Et donc, la plateforme agréée, le fournisseur, quand il va vouloir envoyer sa facture, il va se connecter à l'annuaire pour identifier vers quelle plateforme agréée envoyer la facture. Et donc, cette adresse de facturation électronique a vraiment pour objectif d'identifier vers quelle plateforme agréée je dois envoyer la facture. Donc, en fait, on n'est pas du tout sur de l'email et pour le coup, c'est du format structuré, donc l'UBL ou C2I, ça serait un peu compliqué de l'envoyer en email. Et c'est vraiment bien pour que les différentes plateformes agréées puissent communiquer entre elles en envoi et réception. En fait, je pense que ce qui peut être à peu près un peu perturbant dans la dénomination, c'est qu'on parle d'adresse de facturation électronique. Donc, on a vite fait de faire le raccourci en adresse électronique et donc d'imaginer un arrobase, un nom de domaine et ainsi de suite. Catel, quand même, il y a beaucoup de questions sur le sujet. Comment récupérer ce mandat à ce stade, aujourd'hui, demain, le plus tôt possible?
Oui, Vas-y, Kate. alors non, mais le plus tôt possible. C'est vrai que si vous voulez, on s'est fait un petit peu fait surprendre par la DGFiP qui a augmenté son niveau de qualification pour déclarer CPA. Donc, on est en train, si vous voulez, de voir avec un partenaire pour mettre en place de la signature électronique de mandat. Donc, on est en train de finaliser cela avec notre partenaire de façon à ce que je vous disais, on espère avant la fin du mois vous produire l'ensemble de ces éléments. Mais ne vous inquiétez pas, on gère, je dirais, l'urgence du sujet qui est impactant, bien entendu, mais aussi bien pour vous que pour Mistral et que pour nous. Donc, dès que j'ai voilà, la bonne procédure et les éléments à vous transmettre, on fera peut-être avec Bruno une autre réunion pour vous expliquer comment ça va se passer, il n'y a pas de souci. Alors, je Donc, suis désolé, je ne fais pas de teasing, mais c'est que je n'ai pas d'éléments. Alors, je suis désolé, Christelle, on fait un peu de gymnastique, on passe un peu du coq à l'âne. Je reviens sur l'adresse de facturation, parce qu'il y a quand même beaucoup de questions. Est-ce qu'on peut dire que l'adresse de facturation, c'est l'identifiant unique pour l'annuaire? Oui, tout à fait. Enfin, c'est l'identifiant unique pour l'annuaire pour déterminer sa plateforme agréée et parfois pour, comme je vous donnais l'exemple avec les frais collaborateurs qui peuvent être distingués, pour être sûr de bien identifier la typologie de facture qu'on va recevoir et qu'elle soit bien identifiée et donc du coup traitée correctement au sein même de la société. Ok. Donc oui, c'est nous qui allons revenir vers vous pour, je reviens sur le mandat, c'est nous qui reviendrons vers vous dès que le mandat sera prêt. Je regarde rapidement les autres questions. Alors oui, une question importante. L'adresse de facturation électronique est différente de l'adresse existante pour Prodemat. Enfin, est-elle différente de l'adresse existante pour Prodemat? La nouvelle adresse électronique remplacera-t-elle l'adresse actuelle Prodemat ou les deux vont-elles coexister? Alors, comme du coup je ne connais pas l'adresse électronique de Prodemat. En fait, je pense que on fait référence à l'adresse mail qui est communiquée aux fournisseurs Oui. pour envoyer leur facture. Alors, Donc, oui, sur ce point-là, Mm. point-là, sur le B2B France, clairement, ce ne sera plus votre adresse électronique classique fournisseur qui sera utilisée, puisque ce sont les PA qui vont interroger l'annuaire, récupérer votre adresse électronique de facturation dans le cadre de cette réforme, pour pouvoir savoir comment router la facture sur la bonne PA. En revanche, votre facture dédiée à vos fournisseurs peut effectivement perdurer pour vos fournisseurs qui sont à l'international, qui sont à l'étranger, pour que vous puissiez effectivement continuer à centraliser la récupération de vos factures fournisseurs dans la solution Prodemat. Donc les deux, mon capitaine. Voilà. En question, quel est l'intérêt d'avoir plusieurs plateformes agréées? Quel est l'intérêt d'avoir plusieurs plateformes agréées? C'est tout dépend de l'organisation de la société. En soi, c'est plus on a de plateformes agréées, plus on donne de la complexité dans la gestion. C'est un peu, si par exemple vous décidez d'utiliser plusieurs ERP pour facturer en fonction des typologies de biens ou prestations de services que vous gérez, du coup, il y a une certaine complexité à avoir. Les PA, c'est pareil. En fait, ce qu'on peut voir, c'est que sur les TPE, PME, je vais dire ETI, en général, elles vont choisir une PA pour gérer leurs factures. Après, sur des grands comptes, certains ne veulent pas mettre tous leurs œufs dans le même panier, comme on dit, et donc du coup veulent sécuriser et vont choisir deux PA. Je prends l'exemple, je crois qu'on avait communiqué ouvertement, en fait, on va devenir la PA d'EDF qui, du coup, va envoyer toutes ses factures et les réceptionner via nous. EDF, on peut comprendre qu'ils ont des millions de factures gérées, ils ont choisi deux PA. En disant, bon, au cas où il y en ait une défaillante, je peux switcher rapidement sur l'autre. Alors, il y a quand même pas mal de questions qui ne concernent non plus cette fois-ci l'entrant, mais le sortant. C'est-à-dire qu'en fait, là, on déclare une PA pour de l'entrant,
mais est-ce que il y a le même formulaire ou est-ce que le même formulaire vaut aussi pour le sortant? Est-ce qu'il faut déclarer des adresses de facturation électronique pour le sortant? Est-ce que ce sont les mêmes que pour l'entrant? Comment ça fonctionne? Alors en fait, on n'a pas besoin de signer un mandat pour le sortant, mais pourquoi? Parce que c'est plus simple. En fait, c'est que quand on est sur l'entrant, il y a un fournisseur qui veut envoyer une facture et qui ne sait pas où l'adresser. Donc en fait, cette adresse de facturation électronique, si on reprend l'ancien temps, c'est un peu comme si c'était notre boîte aux lettres d'auparavant, où j'ai besoin en fait de l'envoyer au bon endroit. Et comme du coup, je n'ai pas cette information, bah, seule mon adresse de facturation électronique va me permettre de l'avoir. Quand on est sur du sortant, c'est beaucoup plus simple puisque à la base, j'ai un flux de factures que je souhaite envoyer. J'ai contracté avec une plateforme agréée et donc du coup, je lui confie directement l'envoi de l'ensemble de mes factures. Et donc là, j'ai un acte où je maîtrise en fait qui je vais utiliser pour envoyer mes factures. Donc du coup, je n'ai pas besoin de signer un mandat parce que potentiellement, j'ai signé un contrat à côté qui permettait en fait de dire bah, à chaque fois que je dépose mes factures à tel endroit, bah, tu dois les traiter toi en tant que PA. Donc en fait, le système est inversé. C'est que en fait, on avait des fournisseurs qui ne savaient pas vers où envoyer, donc on avait besoin de formaliser ces mandats pour avoir un document légal qui nous permettait de recevoir des factures de manière automatisée, alors que quand on est sur le sortant, bah, c'est simple, je vais utiliser une PA pour diffuser l'ensemble de mes factures. D'accord. Et donc, de ce fait-là, on n'a pas besoin de, de compléter ce type de formulaire et de faire des adresses de facturation électronique. OK. Question, via les solutions Quadient, c'est plutôt pour Catel, peut-on envoyer des factures émises depuis un autre système que Mistral? Et si oui, dépôt manuel. Oui. Donnez-nous vos factures, n'ayez pas peur, tout va bien se passer. Oui, oui, absolument. La force, bon, bien sûr, avec Mistral, c'est que tout est intégré dans le logiciel métier, mais on est agnostique, c'est-à-dire qu'on peut travailler avec n'importe quel ERP. Après, on fait une réunion, on regarde comment vous êtes équipé et de quelle façon on peut effectivement récupérer vos factures. Il y a quand même une notion de format socle à respecter. Donc, est-ce que quand vous voulez déposer manuellement des factures, est-ce qu'elles sont déjà dans un des 3 formats socles? Si oui, bah, c'est facile. Sinon, il y a quand même un peu de boulot pour uniformiser, standardiser les documents que vous allez nous transmettre pour qu'on puisse les convertir dans un des formats socles. Donc, il y a un travail d'analyse, mais voilà, la réponse oui est une première étape. Voilà. Bon, je crois qu'on a un peu répondu à la question, mais je vais la reposer. À partir de quand pourra-t-on saisir les premiers identifiants de factures électroniques sur Saphir de nos clients? Ah oui, ça, elle est pour moi, celle-là. Je vous répondrai, Jean-Pascal, et j'ai vu qu'il y avait pas mal de questions, Monsieur Dandry également. Je vous y répondrai. Il faut que je creuse un peu parce que je n'ai pas toutes les réponses. Je vais être très honnête là-dessus. Pour le sortant, devons-nous fournir notre référentiel client avec l'adresse de facturation renseignée? Je crois qu'on a répondu sur le sortant. Oui. Donc en fait, non, on n'a pas une adresse de facturation à proprement parler renseignée pour le sortant, puisque en fait, du coup, je vais déposer l'ensemble de mes... Enfin, quoique, je suis en train de réfléchir sur les statuts, mais si je suis quand même identifiée. En fait, globalement, j'ai mon adresse de facturation sur le sortant et du coup, je l'envoie à la totalité. Donc, je n'ai pas besoin de signer un mandat. Par contre, en fait, le client final, la PA du client final a besoin de savoir vers qui doit renvoyer les statuts. Et les statuts, met en litige, approuvé, et ainsi de suite. Mais comme du coup, j'ai émis la facture initialement, j'ai l'information de qui est mon fournisseur, en fait. Et je rajouterai quand même que la force de Midemat, c'est que vous allez pouvoir faire de l'envoi de factures multicanal. Donc, bien sûr, sur notre PA Quadient, Serencia by Quadient pour le B2B France, mais également pour du Chorus,
qui à terme utilisera les PA, enfin qui sera connecté au PA, mais également vos clients à l'étranger, vos clients B2C, tout ça sera tout à fait gérable depuis Midémat. Donc, vous pourrez faire vraiment de l'envoi multicanal, papier, pièce jointe d'un mail avec un cachet électronique sur le PDF pour s'assurer que on sécurise le PDF pour pas qu'un un client particulier ou un client à l'international fasse de la fraude à la TVA. Voilà, on rajoute des niveaux de sécurité importants. Donc, voilà, ce n'est pas Midémat, ce ne sera pas que de la PA. Alors, il y a une question, est-ce qu'il faudra renseigner l'adresse électronique, l'adresse de facturation électronique de nos clients? Moi, j'aurais tendance à répondre non, parce que de toute façon, c'est quelque part chaque client qui doit faire cette démarche de déclaration de PA. Cette adresse de facturation électronique, ce que j'en comprends, Christelle, tu m'arrêteras, c'est une adresse, on va dire, presque système informatique sur lequel on ne peut, entre guillemets, rien faire, hormis permettre à deux PA de communiquer entre elles. Oui, mais en fait, on va dire que globalement, si le client décide d'utiliser que son numéro sirène, du coup, effectivement, il n'y a pas besoin de la renseigner parce que d'un côté, le numéro sirène est une mention obligatoire sur la facture, donc on arrivera à le récupérer. Par contre, c'est ce que je disais, c'est que si le client final a décidé d'utiliser différentes adresses de facturation pour un même sirène, alors là, oui, il faut le renseigner parce que avec mon sirène, potentiellement, si j'ai 3 choix différents, moi, en tant que PA fournisseur, je ne sais pas vers où envoyer si j'ai juste l'information du sirène. En fait, il me manque un bout. Vous pourrez faire d'ailleurs l'exercice sur le site de l'État sur l'annuaire, c'est quand vous tapez un sirène, vous allez avoir plusieurs sociétés qui vont s'afficher. Et en fonction de chaque société, vous verrez si oui ou non la PA est déclarée, mais il y a bien des numéros différents. Donc effectivement, cette information, si vous la récupérez de l'ensemble de vos clients, c'est mieux, parce qu'effectivement, ça nous permet de router correctement la facture. Le sirène ne suffit pas. Donc, ce qui veut dire que pour certaines sociétés. Pour certaines sociétés, tout à fait. Quand on génère une facture depuis Mistral et qu'on l'envoie sur notre PA en vue de l'envoyer au client, il est mieux d'avoir l'adresse de facturation électronique du client. Oui, là vous sécurisez en fait, oui. Okay. Question sur le sortant, on n'a pas besoin de savoir si notre client a déclaré une plateforme. C'est mieux de le savoir, mais de toute façon, si vous ne le savez pas, quelque part, la facture ne pourra pas être routée. C'est ça. En fait, ce qu'il y a, c'est que à terme, en fait, toutes les sociétés vont avoir l'obligation de déclarer une plateforme agréée et d'être enregistrées dans l'annuaire. Donc, à terme, on ne se posera plus la question. Au tout début, là où on peut, sur la mise en route, je doute qu'au 1er septembre 2026, les 10 millions d'entreprises aient déclaré une plateforme agréée. En tant que Français, souvent, on s'y prend un peu à la dernière minute, où on n'est pas toujours bien carré. Et donc, si par exemple vous êtes fournisseur, vous êtes prêt, vous tentez d'envoyer une facture à l'ensemble de vos clients et que pour X raisons, il y a des clients qui n'ont pas encore choisi de PA, votre facture va revenir rejetée pour société qui n'a pas encore déclaré sa PA. Donc en soi, vous allez être dans votre droit parce que vous aurez tenté d'envoyer la facture à votre client final avec ce statut rejet où en fait vous savez que votre client n'a pas reçu la facture puisque du coup il ne s'était pas déclaré de PA. Par contre, l'administration fiscale va recevoir cette facture et va être aussi informée que votre client final ne s'est pas déclaré. Donc là, l'administration fiscale va mettre des sanctions plutôt après 2027 pour tous ceux qui n'auront pas choisi PA parce que l'objectif, c'est que 100% des entreprises aient choisi leur PA. Et donc, du coup, il y aura des amendes qui seront mises en place. Et en parallèle, du coup, il faudra trouver un nouveau canal de diffusion pour envoyer à votre client quand même la facture parce que l'objectif, c'est que vous soyez payé. Et donc, vous savez que via le système du invoicing, il n'a pas réussi à recevoir la facture parce qu'il n'avait pas déclaré sa PA.
Dans cette logique-là, effectivement, on va travailler avec les équipes de Bruno pour, par défaut, renvoyer des duplicata de la facture qui a été rejetée côté PA par mail, par courrier, mais ce ne seront pas des originaux, ce seront bien que des duplicata de facture. Pour que vous puissiez quand même vous faire payer, enfin, vous régler les éléments. Donc, il y a pas mal de questions sur qu'est-ce qu'on va faire de ce champ à adresse de facturation électronique. Ben, on ne va pas avoir d'autre choix que de la rajouter dans le système au niveau de la fiche client. C'est ça. Oui. Alors, dans l'intervalle, comment nous émettons notre facture non traitée? Je crois que tu as répondu, hein, on suit les circuits classiques, c'est-à-dire qu'on l'envoie par mail ou par courrier pour tout autre système. Le temps ça. que. Hop. Peut-on envoyer des factures par mail pour ceux qui n'ont pas de PA et pas par le biais de la PA en automatique? Alors, en fait, ouais, on a un peu répondu. Et pour toutes les sociétés qui, du coup, n'ont pas de sirène, donc ces sociétés à l'étranger ou alors des particuliers, là, vous pourrez continuer à envoyer par email vos factures. Par contre, à partir du moment où vous avez choisi une PA, que vous êtes enregistré, la législation va imposer au 1er septembre 2026 que vous envoyez la totalité de vos factures à destination d'entreprises françaises avec un sirène via les PA. Donc là, pour le coup, vous metteriez en mauvais droit, entre guillemets. C'est-à-dire que même si vous savez que votre client n'a pas choisi sa PA, vous devez quand même l'envoyer via la PA parce qu'en parallèle, elle va envoyer les informations à l'administration fiscale pour dire, bah, vous, moi, en tant que fournisseur, je suis dans mon bon droit, je suis équipé et je veux envoyer la totalité de mes factures clients, entreprises par la PA et l'administration récupère tout. Bon, ok, en face, mes clients ne sont pas totalement prêts, j'ai utilisé un autre canal, mais en tout cas, j'ai l'obligation de tenter de l'envoyer via ce canal qui est la PA, parce qu'en parallèle, il y a aussi le flux qui part vers l'administration fiscale. Il faut compter qu'on n'est pas juste sur le fournisseur et le client, mais désormais, il y a l'administration fiscale qui récupère toutes les informations. Donc, on est sur un trio. Donc, quand bien même le client est défaillant, il faut qu'il y ait le lien entre le fournisseur et l'administration fiscale qui soit fait. Très bien. Merci Christelle pour toutes ces précisions. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le mandat, sur les signataires électroniques? Alors, j'ai vu qu'effectivement, il y avait des questions. Est-ce qu'on pourra récupérer cette information en masse? Ça, on ne l'a pas aujourd'hui traité, mais on va regarder le sujet. Alors, j'ai une autre question. Aujourd'hui, nous avons enregistré l'adresse mail de facturation que notre ERP va chercher directement lorsque nous voulons envoyer la facture à notre client. Est-ce que ce sera le même principe avec l'adresse de facturation électronique? Est-ce que nous aurons seulement à renseigner l'adresse de facturation électronique de notre client dans la fiche client de Mistral, sous Mistral, et à indiquer sur envoyer? Globalement, en fait, cette adresse de facturation électronique, il faudra qu'elle soit envoyée en même temps que la facture. Donc, il va falloir la récupérer et la gérer quelque part pour, quand on va générer l'UBL de la facture, qu'on puisse faire le routage propre. On voulait évoquer également, Christelle, la question des cas d'usage. Peut-être repréciser auprès de tout le monde ce que c'est que ces fameux cas d'usage. Ok. Du coup, je vais partager un autre document. Tac. Partager ma fenêtre qui est ici. Quand vous la voyez? C'est bon. Ok. Donc,
Les cas d'usage, en fait, donc aujourd'hui, il y en a 42. Je vais refaire la genèse et après, on pourra peut-être en regarder un ou deux. En fait, ça permet en fait de pouvoir, étant donné que un fournisseur ne peut plus envoyer directement sa facture à son client, bah, quand en fait intervient des tiers, qui peuvent être des tiers payeurs, souvent des agents vendeurs, agents acheteurs, bah, il va d'une part falloir que le tiers soit informé pour pouvoir traiter correctement la facture. Et en fonction de la typologie des factures, on va devoir rajouter des informations qui vont parfois du coup, nécessiter de rajouter des mentions obligatoires sur la facture pour qu'elle soit traitée correctement, et parfois vont chambouler un peu le cycle de vie de la facture. Vous savez, il y a 14 statuts qui existent. Au moment où je dépose ma facture, le fournisseur doit à la fin l'encaisser, et puis au niveau des acheteurs, ils vont potentiellement décider de mettre en litige, approuver partiellement, suspendre et ainsi de suite. Et donc, ces cas d'usage ont vocation à aider les PA à gérer correctement ces factures et surtout à informer l'administration fiscale de quand est-ce que ça va être encaissé. Parfois, les cycles vont être raccourcis et donc, c'est l'objectif. Concrètement, sur le standard, c'est de se dire, j'ai un fournisseur, il doit systématiquement passer par sa plateforme agréée pour déposer ses factures. La plateforme agréée va consulter l'annuaire des entreprises pour dispatcher l'ensemble des factures aux différentes plateformes agréées que les différents acheteurs auront choisies. Et en parallèle, la plateforme agréée va envoyer au concentrateur de données qui est l'État les informations utiles pour les envoyer à l'administration fiscale. Concrètement, j'ai 5 désormais acteurs qui sont impliqués dans le process de facturation, quand avant, j'avais juste mon fournisseur qui envoyait des informations à mon acheteur. Du coup, on a un peu complexifié le système. Concrètement, sur un cas ultra standard, qui sera la plupart du temps, c'est potentiellement, j'envoie ma commande, donc mon fournisseur va créer sa facture, va déposer le statut de j'ai envoyé la facture à mon client, le client réceptionne la facture, va traiter la facture de est-ce que je la refuse, je l'approuve, je la mets en litige, et à chaque fois, en fait, qu'il bougera les statuts, il les renverra directement à son fournisseur. Et puis, bah, s'il n'y a aucun souci, il va payer la facture, il va envoyer le statut paiement transmis que le fournisseur va récupérer. Et une fois qu'il aura réellement encaissé et fait le rapprochement entre son encaissement et sa facture, il enverra le statut encaissé à l'État, qui est le concentrateur de données, et en parallèle à l'acheteur. Ça, c'est le système standard où j'ai juste un fournisseur et un acheteur et je n'ai pas de spécificité dans ma facture. Donc, du coup, j'ai uniquement le besoin des mentions fiscales qui sont obligatoires et j'ai grosso modo cette étape à gérer. Mais parfois, on va avoir, comme je le disais tout à l'heure, des tiers, et donc notamment des tiers du côté de l'acheteur, où en fait, souvent, ça va être des factures qui ne vont pas être payées par le client final, mais vont être payées par un tiers. Et donc, du coup, bah, j'ai ces cas d'usage qui sont liés. On pourra, si vous voulez, rentrer dans le détail des cas d'usage 5 et 6 qui concrètement sont les frais payés par les collaborateurs et en réalité, c'est le collaborateur qui va acheter directement quelque chose pour la société et ensuite le collaborateur va faire une note de frais à l'entreprise et on verra que bah, parfois, il va demander d'établir une facture au nom de l'entreprise et parfois, le collaborateur va avoir juste son ticket de caisse au nom du collaborateur et donc, du coup, il va falloir qu'on fasse le lien notamment pour que l'entreprise puisse récupérer la TVA. Parfois, on va avoir des cas d'usage qui sont du côté du tiers fournisseur. Et donc là, c'est notamment des factures à payer à un tiers. Donc, je ne paye pas le fournisseur, mais je paye un tiers. Ou lorsqu'on a des intermédiaires transparents ou de l'autofacturation, où en fait, on intervertit le système. Et puis, on va avoir des cas d'usage ici qui peuvent être du côté de l'acheteur ou du fournisseur, notamment quand on fait de la sous-traitance ou de la co-traitance. Donc, dès que j'ai un tiers, on va voir que du coup, bah, j'ai besoin de l'identifier, notamment pour informer le tiers et savoir qu'est-ce que doit faire le tiers. On a d'autres cas d'usage qui permettent notamment de savoir quand j'ai des paiements spécifiques. Et donc, notamment, c'est par exemple, je vais gérer des factures avec escompte, des bons ou cartes cadeaux. Donc, du coup, c'est ces cas d'usage ici. Je vais avoir d'autres cas qui ne rentraient pas dans les cases, mais notamment quand je gère des factures d'acompte. Donc après, je vais avoir une facture d'acompte et ensuite une facture
final après acompte qui doit reprendre les informations de l'acompte. Lorsque je fais du multicommande ou multi-livraison, donc en fait, c'est tous ces cas d'usage-là. Et puis ensuite, il y a des factures qui sont hors périmètre, où en fait, on les a décrits ici. Et typiquement, c'est la gestion des notes de débit. Certaines entreprises font des notes de débit qui ne sont pas considérées comme des factures. Et donc, du coup, l'État nous dit, je dois ne pas faire une note de débit, mais faire un avoir ou une facture rectificative pour aligner justement la TVA. Ou alors quand je gère des tickets de péage ou des notes de restaurant. Mais au-delà de ça, en fait, sur les formats des factures, du coup, si je suis systématiquement dans le cas standard, mono-livraison, mono-commande, je ne fais jamais appel à 2 tiers, je pourrais utiliser des formats UBL, CEJ qui sont assez standards ou la facture qui est basique. Et à chaque fois que je vais vouloir rajouter des informations, notamment pour traiter mes cas d'usage que j'ai cités au préalable, ou alors rajouter d'autres informations qui ne sont pas nécessaires à la DGFiP, mais du coup sont obligatoires pour que mon client traite correctement la facture. Par exemple, j'ai besoin de rajouter des conditions spécifiques de livraison, des conditions de transport ou des conditions commerciales, ou de rajouter que ce que je vends, c'est selon les normes X, Y, Z. Du coup, ce ne sont pas des données on va dire légales, entre guillemets, mais sont nécessaires pour que mon client me valide la facture. Et donc, dans ce cas-là, on devra utiliser le format Facturix Extended. On se rend compte que par rapport, si au début on laissait le choix, en fait, moi je conseille désormais à tous les clients Petit problème de son peut-être. Oui, en effet, il y a un peu de coupure. Il y a une coupure? Oui. Vas-y, Christelle. Et au-delà, oui, moi je vous entends. Et au-delà de ces mentions spécifiques, en fait, en fonction des secteurs d'activité, en fonction de la typologie de facture, on peut avoir potentiellement 180 extensions possibles. Donc, du coup, il faut s'assurer qu'on met bien les mentions obligatoires. Du coup, j'ai plusieurs cas d'usage. L'objectif, ce n'est pas de vous donner les 42 cas d'usage, parce que là, on va y passer, je ne même pas l'après-midi, c'est la soirée. Mais si je prends juste 2 cas d'usage que toutes les sociétés vont connaître, qui sont la gestion des frais des collaborateurs, en fait, on va avoir 2 options. La première, c'est potentiellement, c'est le collaborateur, donc qui est ici, qui va acheter quelque chose, payer directement au fournisseur ce qu'il a acheté. Du coup, là, le collaborateur va demander à ce qu'on crée une facture au nom de l'entreprise. Et donc, du coup, le collaborateur va devoir donner toutes les informations, y compris. Là, vous voyez mon écran ou pas? Oui. J'ai l'impression qu'on a perdu Christelle. Il y a mon écran ou pas? On voit non, plus ton ça écran. a sauté, Christelle. Ça a sauté. Pourtant, je suis encore en partage. Attends, je vais repartager. Partager l'écran. Ça mouline. C'est le GoToWebinar. Pas ce qui se passe. J'ai une bonne connexion, mais c'est le GoToWebinar qui mouline pour partager mon écran. Je vais recommencer. Partager l'écran. Ah, voilà, c'est revenu. Fenêtre. Et là, vous voyez mon écran? Pour l'instant, c'est tout. Voilà, on voit ton écran. Ça y est, c'est bon. Et donc, le collaborateur, donc, comme je disais, a payé. Donc, le fournisseur a encaissé et crée sa facture au nom de l'entreprise. Donc, il va utiliser sa plateforme agréée émettrice, consulter l'annuaire pour envoyer directement à l'entreprise sa facture via sa paire réceptrice. Et puis, du coup, comme là, c'est déjà payé, le fournisseur va mettre « c'est bon, j'ai encaissé la facture ». Et donc, du coup, la PA va recevoir comme quoi le statut est encaissé.
Donc, en fait, la spécificité, c'est qu'ensuite, le collaborateur va revenir pour dire, bah, en fait, je voudrais que toi, entreprise, tu me rembourses ce que j'ai avancé pour la société. Et donc, dans ce cas-là, en fait, il y a des prérequis. C'est que d'une part, la facture payée par le collaborateur donc, doit être absolument libellée au nom de l'entreprise et donc, du coup, va faire l'objet d'une facturation électronique. Et donc, systématiquement, le collaborateur va devoir à minima donner le sirène de l'entreprise, mais il devra aussi donner des informations sur lui pour que l'entreprise puisse identifier que cette facture est liée à un frais collaborateur et que donc, du coup, c'est tel collaborateur qui a payé cette facture. Et donc là, on précise, c'est le collaborateur donne l'adresse de facturation électronique sur laquelle son entreprise souhaite recevoir ses factures de frais professionnels, ainsi que le numéro sirène de l'entreprise. Et donc, c'est pour ça que je vous disais qu'il y en a beaucoup qui décident de choisir le sirène underscore avec le suffixe frais collaborateur pour distinguer les factures fournisseurs de ceux qui sont liés finalement à un tiers payeur qui est le collaborateur. Et en parallèle, le collaborateur fournit aussi au vendeur une information à renseigner dans la facture qui permettra à son entreprise de l'identifier ou de raccrocher son justificatif justement à cette facture-là pour qu'il puisse être remboursé. Ça peut être un matricule de collaborateur, un numéro de ticket de caisse ou mettez les 6 derniers chiffres de la carte bancaire. Ça, c'est un cas d'usage, donc le cas d'usage numéro 5. Et puis, celui qui revient le plus régulièrement, c'est lorsque le collaborateur, en fait, va payer directement sans adresser une facture à son entreprise. Et donc là, c'est j'ai le collaborateur qui paye la transaction. Le fournisseur va encaisser directement et donc potentiellement va délivrer un ticket de caisse ou créer une facture, mais qui sera au nom du collaborateur, qui va être considéré comme un particulier. Et donc, du coup, ensuite, le collaborateur va faire une note de frais auprès de son entreprise en lui fournissant la facture qui était à son nom ou le ticket de caisse qui était à son nom. Et donc, dans ce cas-là, en fait, le collaborateur peut transmettre une copie de la facture à son employeur pour demander le remboursement si l'achat est justifié. Mais la déductibilité de la TVA du côté de l'entreprise est à préciser, puisqu'en fait, en général, il faut que l'entreprise ait une facture qui lui est directement adressée pour pouvoir récupérer sa TVA. Et donc, dans ce cas-là, le collaborateur ou l'acheteur peut aussi demander une facture électronique B2B dans un second temps affectée à son entreprise. Et donc, dans ce cas-là, le fournisseur va devoir gérer le cas d'usage numéro 30 qui permet de se dire que le fournisseur au préalable a enregistré cette transaction en e-reporting parce qu'il avait considéré que l'acheteur était un particulier et que là, comme il doit renvoyer une facture en plus, bah, dans son cas d'usage numéro 30, il précisera que la TVA a déjà été collectée dans le cadre du e-reporting et que donc, du coup, il ne faut pas la prendre en compte, c'est uniquement pour satisfaire l'entreprise et qu'elle puisse récupérer sa TVA. Est-ce que c'est clair sur la gestion des notes de frais? J'espère que je ne vous ai pas perdu. Bah déjà, tu ne nous as pas perdu avec Bruno, c'est déjà bien. Voilà. Bon. Alors, question. Nos collaborateurs doivent-ils connaître alors notre adresse de facturation électronique? C'est ça, tout à fait. Adresse de facturation électronique, ils doivent la connaître si vous décidez de ne pas utiliser juste le sirène. Sinon, il devra donner le sirène. Et c'est ce que j'expliquais sur la DGFiP. Pour l'instant, ce n'est pas acté, mais cette pratique, en fait, risque de poser beaucoup de soucis, notamment quand il y a beaucoup d'affluence à des heures de pointe, par exemple, chez les restaurateurs, mais aussi, ils avaient donné l'exemple des stations-service, où les stations-service, leur objectif, c'est d'avoir systématiquement un minimum de monde en caisse quand on est sur les grosses stations-service, parce que quand il y a un car qui débarque sur une aire d'autoroute, il y a beaucoup de monde et en fait, plus c'est long, moins il y a de chances de vendre des gâteaux, de l'eau ou autre chose. Et que donc, du coup, si on doit imaginer que
j'ai un séminaire et que j'ai un quart de collaborateurs qui arrivent, je sais pas, qui décident d'acheter un peu à manger, si à chaque fois on doit demander le numéro sirène et des informations pour pouvoir envoyer la facture par la suite, c'est impensable. Et donc, du coup, il y a une société qui est en train de développer une sorte de QR code et donc qui permettrait aux entreprises d'équiper tous leurs collaborateurs d'un QR code qui récupérerait justement les informations de facturation électronique, soit l'adresse de facturation électronique, le sirène, le matricule par exemple du collaborateur. Et donc du coup, probablement, je pense que ça va se créer, mais pour l'instant c'est pas officiel, à terme, du coup, on aura ce QR code et lorsqu'on fera des achats ou qui nécessitent une note de frais, bah, au moment de payer, on proposera le QR code pour que le fournisseur puisse scanner et donc du coup lancer de manière automatisée cette facturation électronique auprès de son entreprise. C'est la première étape avant qu'on soit pucé. Quid des tickets d'autoroute? Les tickets d'autoroute, les tickets d'autoroute, c'est dans le même principe en fait sur le ticket d'autoroute. Si vous le payez directement avec votre carte bleue en termes de collaborateur, bah, vous avez le ticket d'autoroute et c'est au même principe que le ticket de caisse. Vous allez faire une note de frais après. Si vous êtes sur des cartes des voitures de fonction avec des cartes qui permettent de payer le péage, et on voit qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui équipent leurs collaborateurs, en tout cas sur les voitures de fonction, avec même les bips, je ne sais plus comment ça s'appelle. Les télépéages? Les télépéages, du coup là, on supprime cette problématique puisque du coup, la facture est directement envoyée à l'entreprise dès qu'il y a un collaborateur qui passe un péage. Mais en fait, là, il y a les deux options. Soit l'entreprise a fourni le télépéage et donc du coup, le télépéage a directement contracté avec l'entreprise et va envoyer directement les factures à l'entreprise. Là, on est dans le cas d'usage numéro 5 que je vous ai précisé tout à l'heure. Si en fait, c'est le collaborateur qui paye avec sa carte bleue le ticket, il le passera en note de frais. J'ai la même question pour les parkings publics. J'imagine que la réponse est similaire. C'est la même chose. Ouais. Très bien. Alors si, j'ai une autre question. On sort un peu du sujet des cas d'usage, mais je pense que la question est intéressante. Lors de l'envoi d'une facture à un client, nous avons souvent des clients qui demandent le bon de livraison signé joint à la facture. Est-ce que ce Oui. sera toujours possible? Ah, le bon de livraison joint, oui, ça sera toujours possible. En fait, sur les formats structurés, on peut apposer des pièces jointes. Donc, on pourrait apposer le bon de commande et le bon de livraison si besoin. Super. Bien, écoutez, je crois que pour un vendredi après-midi, on a fait un joli tour. Après, sur Donc, cette notion des cas d'usage, je vous invite à vous rapprocher de Bruno pour, si vous avez des questions sur des cas d'usage un peu spécifiques, si vous souhaitez qu'on vous aide à les analyser, pourquoi pas, oui, ou en tout cas les plus courants. Bon, on pourra peut-être faire un focus dessus si c'est nécessaire. oui, il y en aura forcément, puisqu'on a des questions récurrentes sur la gestion des accords de garantie. Donc là, il faudra que on revienne vers vous pour vous dire là où on en est. Ok. Peut-être la dernière question, peut-on lier une CB entreprise à une adresse de facturation électronique? Non, il faut dissocier le paiement de l'adresse de facturation électronique. Ce n'est pas les mêmes choses. Très bien. Ben, écoutez, il ne me reste plus qu'à vous remercier. Christelle, Catel pour votre disponibilité, à vous tous pour le temps que vous nous avez consacré. J'ai noté les questions qui concernaient spécifiquement le fonctionnel Mistral pour pouvoir vous répondre. Et puis, peut-être que la prochaine fois, on reviendra vers vous sur des cas d'usage très, très précis, comme les accords de garantie, comme ces choses comme ça, sur lesquelles on se partagera la présentation entre Quadient et Mistral pour vous donner un peu de visibilité sur ces sujets-là. Voilà.
Je vous souhaite à tous une excellente fin de semaine, un très bon week-end. Encore merci pour votre temps et à très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir Benoît, au revoir Christelle. Au Au revoir. revoir à tous.